Eh ben, je vous propose d'enchaîner. Il est 11h30. Je crois que c'est au tour de Pascal qui a fait un gros effort de coupage de son temps de parole, puisque je crois qu'il était sur une présentation de 45 minutes initialement et il est arrivé à nous proposer quelque chose en seulement 25 minutes. Salut Pascal, comment ça va? Salut, ça va bien, très bien. Première fois que je fais Soul, que je suis très content et j'espère qu'il sera apprécié. Eh bien, écoute, c'est à toi. Bonne présentation et puis on se retrouve tout à l'heure pour les questions. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de réduction, d'augmentation des coûts chez AWS. Je m'appelle Pascal Martin, je suis lead DevOps chez Bedrock. On développe une plateforme de VOD et de replay que nous déployons en marque blanche pour chacun de nos clients qui sont des broadcasters européens. Et en 2018, quand on était encore on-prem, voilà le graphe de charge de nos serveurs, on atteignait 98% d'utilisation de notre capacité. Donc on utilisait vraiment bien nos serveurs. Autre chose à remarquer sur ce graphe, la forme de vague, où on a un pic de charge tous les soirs et un creux toutes les nuits. Ça joue forcément sur notre dimensionnement et donc sur nos coûts. Depuis ce graphe, on a migré vers le cloud pour répondre à une volonté, à un besoin de l'entreprise, notamment en termes de souplesse et d'élasticité. On veut déployer plus rapidement de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux clients, et on veut aussi savoir faire face à des pics de charge, à du trafic variable. Mais au bout d'un moment, alors qu'on avait plutôt bien avancé sur cette migration et qu'on avait signé des nouveaux clients, on a commencé à regarder notre facture AWS, et on s'est dit, oula, on va peut-être essayer de commencer à optimiser nos coûts, parce que ça commence à coûter cher. Alors quelques chiffres pour donner un petit peu plus de contexte. On est dans les 320 employés, environ 250 personnes dans les pôles techniques, et nos coûts AWS tournent à quelques millions de dollars par an, quelques centaines de milliers de dollars par mois. Donc quand on fait 1% d'économie, ça se voit plutôt bien. On est plutôt transparent sur notre stack technique. Malheureusement, pour ce qui est des coûts, je présenterai souvent des montants masqués, mais vous verrez en pourcentage, en ordre de grandeur, combien nous économisons ou combien nous gaspillons encore parfois. Alors avant d'optimiser, il faut être en mesure de suivre et d'analyser les coûts. Et pour ça, un conseil que tout le monde vous donnera, c'est taguer tout ce que vous pouvez. Vous pouvez sur les ressources AWS définir des tags, faites-le. Taguer par équipe, par projet, par environnement, ou même par département auquel allouer le coût de chacune des ressources. Et c'est extrêmement pratique, puisque ces tags, vous pouvez les utiliser dans Cost Explorer, un service AWS qui vous permet de fouiller dans vos coûts, pour par exemple filtrer ou grouper par projet. Ce que j'ai fait ici, j'affiche le coût de tous mes projets, et je vois que 3 jours sur la droite du graphe, les coûts d'un projet ont explosé. Et bien tout de suite, j'ai su quel était le projet responsable, quelle équipe aller voir, et comment corriger ceci. Malheureusement, Cost Explorer, c'est un outil un petit peu limité. Notamment, il ne permet de remonter que 13 mois dans l'historique. Il ne permet qu'un seul group by. Puis créer des requêtes en clic, c'est pas toujours très pratique. Et j'aime pas beaucoup sa fonctionnalité de dashboard. Cela dit, Cost Explorer nous a suffi pendant plus de 2 ans. Maintenant, si on veut aller plus loin que Cost Explorer, ça tombe bien. AWS nous permet d'exporter les coûts dans des fichiers CUR, donc Cost and Usage Reports. On peut requêter ces fichiers CUR avec Athena. Ça nous permet d'avoir une vue plus long terme sur nos coûts, et surtout, ça nous permet d'écrire des requêtes SQL totalement personnalisées. Et en plus de ça, les fichiers CUR contiennent des données qui ne sont pas exposées via Cost Explorer. Par exemple, avec les fichiers CUR, vous pourrez savoir combien vous consommez pour chacune de vos Node Gateways. Ou alors, si vous avez des réservations ou des saving plans, vous pourrez savoir quels sont les comptes qui en profitent. Et ça nous intéresse beaucoup, puisque nous créons un compte Amazon pour chacun de nos clients. Et puis une nouvelle fonctionnalité, quelque chose qui est apparu, je crois, en fin d'année dernière, c'est aussi dans les outils de billing d'AWS, c'est un sous-service qui s'appelle Cost Anomaly Detection. Ce service, vous l'activez, ça vous prend quelques minutes, quelques cases à cocher, et il va faire du machine learning sur vos coûts. Et il va vous alerter en cas d'augmentation bizarre. C'est top, vous n'avez même plus besoin de chercher, vous avez un mail qui vous dit « Attention, il y a un truc bizarre ». Quand vous cliquez sur ce mail, vous arrivez sur un écran qui vous dit « Hey, le 16 mars, il y a plus de 500 $ qui sont un peu bizarres dans tes coûts, tu veux pas fouiller un peu plus ?» Eh bien, je clique sur le lien qui pointe vers Cost Explorer, et j'arrive sur Cost Explorer déjà filtré pour moi, et je vois que cette alerte était justifiée. Mes EC2 me coûtaient 10 ou 20 $ par jour, et subitement,
Ce coût est monté à 150, voire même 250 $ par jour. Je suis content d'identifier cette augmentation sans avoir à chercher et sans attendre la fin du mois et voir la facture. Malheureusement, certaines ressources sont mutualisées, par exemple les NAT Gateways, les Load Balancers, les VPC Endpoints, ou même les masternodes dans Kubernetes ou votre plateforme de log. Et vous allez devoir réfléchir à comment affecter ces coûts de ces différentes ressources. Pour ça, globalement, mon conseil, c'est définissez des clés de répartition qui correspondent à quelque chose de business chez vous, comme le trafic, le nombre d'utilisateurs ou le nombre de vidéos vues. Et à partir de ces clés de répartition, refacturer en interne. Alors je pourrais passer le reste de cette conférence à parler de comment vous pouvez, en théorie, faire des économies chez AWS, mais malheureusement je n'ai pas beaucoup de temps et toute cette théorie est documentée et vos interlocuteurs AWS sauront vous en parler certainement mieux que moi. Donc je ne vais pas parler de théorie, et aujourd'hui je vais vous parler de plein de petits ou de gros changements que nous avons faits, des vrais cas. Ça sera un peu plus fouillis que si je m'arrêtais à la théorie, mais si vous prenez des notes, je pense que ça sera beaucoup plus vrai, beaucoup plus honnête. Et puis j'espère que vous en tirerez des idées que vous saurez appliquer chez vous dès demain. Alors commençons. On a assez peu d'applications déployées directement sur des EC2. Vraiment la plus grosse partie de nos applications sont déployées dans Kubernetes. Et aujourd'hui, on utilise assez peu EKS, on manage encore nos nœuds nous-mêmes. Donc notre consommation de EC2 est en majorité pour Kubernetes. Chose importante à garder à l'esprit quand on regarde nos coûts EC2. Dans nos clusters Kubernetes, nous avons des masternodes. Nous en avons un par AZ. En général, ce sont des M5 de X large. Des instances qui ont un peu de patate, quoi. La charge sur ces instances est assez stable. Et nous savons que nous allons les garder pendant 1 an ou plus. Donc, nous nous sommes engagés. Nous avons effectué des réservations, des RI sur ces instances. Et quand on s'engage pendant 1 an avec des RI, on fait environ 30% d'économie. Et mine de rien, sur des machines qui coûteraient quelque chose comme 4 000 $ par an chacune, 30% d'économie, c'est déjà pas mal. Ça, c'est pour les masternodes. Mais dans nos clusters, on a des centaines de worker nodes, les nœuds qui font tourner nos applications. Et aujourd'hui, tous nos worker nodes sont des instances spot. Et des instances spot, c'est 70% d'économie par rapport au tarif on-demand. Alors bien sûr, c'est pas si facile, parce que les instances spot, elles sont pas chères, mais Amazon peut vous les reprendre à n'importe quel instant, en vous prévenant au maximum 2 minutes en avance. Ça veut dire qu'il faut être capable de lancer rapidement de nouvelles instances, quand celles que vous avez se font reclaim. Instance spot, il faut aussi être capable de faire du fallback sur des instances on-demand. Par exemple, vous essayez de démarrer des instances spot, AWS n'a plus de capacité spot, il faut démarrer du on-demand. Plus cher, mais utile. Et à l'inverse, quand vous downscalez, eh bien, il faut downscaler en priorité les instances on-demand, qui sont les plus chères. Mais ça marche très bien, et on fait 70% d'économie. Donc notre cluster Kubernetes coûterait beaucoup plus cher si on n'utilisait pas d'instance spot. Puis pour aller un petit peu plus loin à l'intérieur même du cluster, on a de l'autoscaling sur quasiment toutes nos applications. Et puisque les applications autoscale dans Kubernetes, les clusters Kubernetes autoscale eux aussi. Et on le voit sur une semaine, on a plus d'instances EC2 le soir à 21h que la nuit à 4h du matin. Et encore, on est généreux, si je puis dire, et on ne descend pas aussi bas qu'on pourrait. C'est aussi un choix, un compromis, notamment en termes de résilience. Et puis soyons honnêtes, il nous reste encore quelques optimisations à faire. Si on continue à parler d'EC2, on a quelques applications sur des EC2. Là aussi, on fait autant d'instances spot que possible parce que c'est le moins cher. Et quand on a des workloads qui ne sont pas interruptibles, on prend des réservations, donc 30% d'économie en s'engageant 1 an, ou des saving plans entre 18 et 50% sur 1 ou 3 ans. Et quelque chose auquel on commence à réfléchir, ce serait utiliser d'autres types d'instances que les machines très classiques Intel, habituelles. Par exemple, de l'AMD peut-être. Ou, plus intéressant, des instances Graviton 2, des instances ARM. Et on a commencé à en utiliser pour quelques jobs EMR pour nos traitements data. Le setup, ça a été quasiment rien, et on a vu des bons résultats immédiatement. Quelque chose comme des jobs qui s'exécutaient 20 ou 30% plus rapidement, et qui coûtaient 20 ou 30% moins cher. Graviton 2, magique.
Et la prochaine étape, c'est Graviton 2 sur des services managés. On s'y intéresse, on n'a pas encore essayé et on s'y penchera certainement cette année. Mais la promesse de 30 ou 40% d'économie quasiment sans rien faire, juste en changeant le type d'instance, elle est plutôt intéressante. On a parlé de compute. Et quand on interagit avec AWS, on fait des appels d'API auprès d'AWS. On demande à AWS de faire des choses pour nous. Eh bien, ces appels d'API sont payants. Surprise. Prenons un bucket S3. Ici, c'est le coût d'un bucket S3 d'une de nos applications. En rouge foncé, tout en haut du graphe, on a le stockage. En rouge plus clair, un tout petit peu en dessous, on a la lecture des objets. Et à gauche du graphe, on voit énormément de coûts de list et de head. La bibliothèque qu'on utilisait testait l'existence de fichiers. Le 14 avril, on a ajouté du cache, on a supprimé ces tests d'existence de fichiers. Maintenant, on lit un fichier, et au pire, s'il n'existe pas, on prend une erreur et notre code le gère. Et en enlevant ces tests d'existence de fichiers, on a divisé nos coûts par 4 ou 5. Je continue avec un autre exemple. Le service SQS, le deuxième service, je crois, qui est sorti d'AWS, donc service de queue, on lit des messages, on efface des messages de queue SQS. Et on voit sur toute la partie gauche du graphe, en vert, on effaçait des messages unitairement. Donc, effacer un message, effacer un message, effacer un message, effacer un message. Puis un jour, on s'est dit, il y a une API qui permet d'effacer des messages par lot. Si on effaçait 10 messages d'un coup, eh bien le coup en vert a disparu, il a été remplacé par le coup en jaune qui est à peine visible. On a gagné quelque chose comme 30% en regroupant des appels d'API à AWS. Pourquoi pas? Puis encore une autre. Les métriques des services managés AWS remontent dans CloudWatch Metrics. On utilise assez peu CloudWatch Metrics parce qu'on a une stack Prometheus. Donc on aime bien avoir les métriques d'AWS dans notre stack Prometheus. Pour ça, toutes les minutes, on va collecter des métriques de CloudWatch pour les ramener dans Prometheus. Un jour, on a réalisé que ça coûtait assez cher. Et donc, on est repassé sur notre fichier de conf, on a viré toutes les métriques qu'on collectait sans jamais les utiliser. On a fait $50 d'économie par jour. Et $50 d'économie par jour, ça fait $18 000 par an. Juste en arrêtant de collecter des métriques qu'on ne regardait absolument jamais. Alors maintenant, un petit zoom sur S3. S3, le service de stockage de fichiers objets d'AWS, qui a eu 15 ans, je crois, il y a 1 ou 2 semaines. Dans S3, nos fichiers peuvent être organisés dans des classes de stockage. Donc, par défaut, les fichiers sont en classe de stockage standard. Mais nous pouvons les basculer en classe Infrequent Access. Infrequent Access coûte plus cher en accès, mais 2 fois moins cher en stockage. On peut même basculer nos fichiers en glacier. Les accès prennent jusqu'à plusieurs heures, mais le stockage coûte 3 fois moins cher que Infrequent Access. Ou même on peut basculer en glacier Deep Archive. Là aussi, il faut plus de temps pour récupérer les données, mais ça coûte encore 2 fois et demi moins cher. En fait, entre le coût en classe de stockage standard et le coût en Deep Archive, on divise le prix du stockage comme par 12, je crois, 12,7. Si on a des données auxquelles on n'a pas besoin d'accéder fréquemment, mettons-les en Deep Archive. Et puis on peut faire ça automatiquement avec des Lifecycle Policies sur nos buckets S3 pour archiver automatiquement les données au bout d'un moment. Mais si vous ne savez pas quand vous pouvez archiver vos données, eh bien ça tombe bien, il y a une fonctionnalité AWS pour ça. S3 a une fonctionnalité qui s'appelle Intelligent Tiering, que vous pouvez activer, c'est ce qu'on voit le passage de violet à vert, on a activé Intelligent Tiering. Intelligent Tiering a analysé nos accès à nos fichiers sur S3, et au bout de 30 jours, a commencé à basculer automatiquement des fichiers en Infrequent Access. En cochant une case, 30% d'économie 30 jours après. Quand vous avez des buckets qui sont monstrueux, 30%, c'est beaucoup. DynamoDB. Ça se voit peut-être pas dans la caméra, j'ai presque des étoiles dans les yeux quand je parle de DynamoDB. Système de clé-valeur évolué. Il y a 2 modes de facturation dans DynamoDB. Il y a un mode où vous payez à chaque requête, donc c'est très souple, et vous n'avez pas trop à vous soucier de la scalabilité, et un mode où vous provisionnez, donc vous dites je veux pouvoir faire 100 requêtes par seconde. Et le mode on-demand, donc pay per request ou on-demand, c'est le même, c'est génial en environnement de développement et de staging, où vous n'avez que peu de trafic, et des fois vous faites des pics. Et si on en croit le compte Twitter DynamoDB, des fois c'est génial aussi en production pour certains clients. Mais pour nos tables qui travaillent le plus en production, c'est pas si génial. Et on le voit ici, je zoome sur une table. À gauche du graphe, elle était en pay per request,
donc il coûtait cher. Et le 4 juin, nous l'avons basculé en mode provisionné. On voit sur les jours suivants qu'on paye quelque chose comme 3 fois moins cher. Ça marche bien parce que le mode provisionné dispose d'un autoscaler qui n'est pas très rapide, mais qui correspond assez bien à la forme de vague que nous avons sur notre trafic. Donc l'effet qu'on voit ici est exactement l'inverse de celui mis en évidence sur le tweet précédent. En fait, pour ce tweet, comme pour tous les conseils que je peux vous donner, chaque conseil est à adapter, ou non, en fonction de votre situation. Une fois qu'on est en mode provisionné, eh bien, nous pouvons nous engager à nouveau, nous engager sur 1 an ou sur 3 ans, ça dépend des régions. Donc nous pouvons réserver de la capacité DynamoDB en lecture et en écriture, dire je m'engage pendant 1 an à utiliser, j'en sais rien, 1000 écritures par seconde, et dans ce cas-là, en théorie, on peut faire jusqu'à 50% d'économie. En pratique, avec la forme de vague que je vous ai reproduit ici, si on cible à peu près au milieu sur notre réservation, on fait dans les 30% d'économie. 30% d'économie, vu l'utilisation qu'on a de DynamoDB, je prends. Alors maintenant, désolé pour les organisateurs, une des plaies chez AWS. Les transferts de données inter AZ sont payants. Dans une même région, vous payez les transferts inter AZ. Et si vous voulez que votre plateforme soit un minimum résiliente, vous voulez la construire sur au moins 2, voire 3 AZ dans une région. Donc vous allez avoir des schémas d'architecture qui ressemblent un petit peu à ça. Du trafic arrive sur un load balancer, qui envoie sur un ingress qui est dans une AZ, et puis après, la magie des microservices opérant, les microservices appellent dans tous les sens, un petit peu au hasard, et vous faites des appels inter-AZ. Vous payez ce trafic d'appel inter-AZ. Si à la place, on revoyait notre architecture, et qu'on arrivait plutôt à ça, le load balancer envoie le trafic sur un ingress dans une AZ, et ensuite les appels de microservices restent au maximum dans cette AZ. Est-ce que ça ne serait pas intéressant ? Eh bien, c'est quelque chose que nous n'avons pas encore fait dans nos clusters Kubernetes où on traite surtout des appels d'API, donc des petits volumes de données. Par contre, on l'a fait sur une de nos applications qui traite des flux vidéo. Et les flux vidéo, c'est volumineux. Eh bien, on le voit là, l'optimisation qu'on a fait, elle en valait vraiment le coup. Je vais dire quelque chose de presque effarant. Tout n'a pas besoin de haute disponibilité. En production à la limite, mais surtout en environnement de développement et de staging. Pour RDS, Elasticache et autres, on n'a pas de primary et de failover en staging. On a un serveur, au pire, il tombe, tant pis, on restaure les backups de la veille, ça arrive à peu près jamais, et ça coûte 2 fois moins cher que d'être en multi-AZ. Un petit peu la même chose dans Kubernetes. En staging, un pod pour une application, ça peut suffire. Et si l'application est coupée pendant quelques dizaines de secondes, en général, c'est pas grave en staging. Idée suivante. Éteignez vos ressources quand elles ne servent pas. Un jour, par curiosité, on a fait le calcul. On s'est dit, les nuits et les week-ends, ça représente combien de temps ? Les nuits et les week-ends, ça représente 60% du temps. Donc on peut faire jusqu'à 60% d'économie en éteignant nos environnements de développement et de staging pendant tout le temps où les développeurs ne travaillent pas. Qu'attendons-nous ? Pour certains services managés, c'est facile. Pour RDS et EC2, il y a une fonctionnalité éteindre, et le lendemain, une fonctionnalité rallumer, ça marche bien. Pour d'autres services managés, comme Elasticache et Elasticsearch notamment, on est obligé de détruire les instances le soir, complètement les tracher, et le lendemain, les recréer en important les backups de la veille. Mais ça se fait, et ça fait des économies. Et un petit peu la même chose à l'intérieur de nos clusters Kubernetes. On ne l'a pas encore fait pour tout, on ne l'a fait que pour nos déploiements éphémères. On éteint nos déploiements éphémères les soirs et les week-ends, on les rallume le lundi matin et tous les autres matins de la semaine, et ça fait des économies. Et maintenant, il nous reste à éteindre toutes les autres applications qui ne sont pas les déploiements éphémères. Allons encore plus loin. Et si on détruisait les ressources qui ne servent plus, si on arrêtait de faire des choses qui ne servent à rien? Vous savez, ces projets que vous avez mis en prod, que vous avez testés, avec lesquels vous avez joué, qui ont servi, qui ont rendu service, mais qui au bout d'un moment ont été abandonnés et remplacés par d'autres. Détruisez leur infrastructure, ça ne sert à rien de payer des serveurs pendant des années pour des projets qui ne sont plus là. S3, j'en ai parlé tout à l'heure, S3 c'est merveilleux, c'est un stockage infini ou presque infini, vous n'avez pas besoin de raquer des disques durs tous les matins, mais du coup on stocke plein de trucs dans S3, et des fois faire du ménage et supprimer ce qui ne sert plus, ça permet de faire de sacrées économies. Et piège, si vous activez le versionning d'objets dans S3,
pensez à mettre en place une policy qui va effacer les anciennes versions automatiquement, au moins sur tous les buckets où vous n'en avez plus besoin. Ça fait une sacrée économie, on a divisé par deux ou trois nos coûts comme ça. Et puis encore un, quand j'ai vu ce graphe, je me suis dit, mais comment c'est possible? Sur la gauche du graphe, en bleu, on a le stockage dans DynamoDB, en rouge en haut, on a le stockage du backup dans DynamoDB, et en vert au milieu, on a les coûts de requêtage en lecture, en écriture dans DynamoDB. Oui, sur cette table, les coûts de stockage et de stockage des backups coûtaient bien plus cher que le coût de requêtage. On s'est dit, mais comment est-ce que c'est possible? Puis c'est une table qui travaille beaucoup. On a réalisé qu'on écrivait des données et qu'on les effaçait à peu près jamais. Donc maintenant, on efface les données au bout d'un mois, et on fait plein d'économies. En fait, DynamoDB, c'est pas vraiment fait pour stocker des données froides à long terme. Pour ça, on utilise un service adapté maintenant, genre S3. Et puis une autre, les logs. J'ai été content le jour où on a vu ça, ça nous a permis de faire plein d'économies après et d'arrêter de gaspiller de l'argent. Le 20 février, on a activé un mode de log verbeux sur certaines de nos applications, on a balancé plein de logs dans CloudWatch. On les a jamais regardés, on s'en est rendu compte un mois après. Quand on a réduit ses coûts de 75 $ par jour, soit 27 000 $ par an, juste pour des logs qui ne servent à rien, on est content de s'en être rendu compte assez tôt. Et puis encore un, et ça aussi, j'en parlais encore ce matin avec le collègue qui a bossé là-dessus, c'est effarant. On développe, on construit des images Docker, on les pousse sur le registre CR, puis on redéveloppe, on refait des images Docker, notre chaîne de CI en construit tout le temps, et au bout d'un moment, le CR commence à coûter assez cher, genre plus de 50 $ par jour. Et là, on s'est dit, et si on activait la fonctionnalité intégrée à ECR qui supprime automatiquement les anciennes images? On l'a fait, et 45 $ d'économie par jour, ça fait 16 000 $ par an, en activant une policy. 2 heures de boulot, une demi-journée de boulot, quoi. Et puis encore une. Hey, AWS et le cloud, c'est super, je peux créer des serveurs comme je veux dans tous les sens, donc je vais tester des choses. Ouais, mais après, ça serait bien de les supprimer, ces serveurs, parce que des machines à 200 $ par mois, ça fait vite beaucoup d'argent. Et puis pour aller encore plus loin, et je sors peut-être un petit peu du cadre de ce talk et de cette conférence, mais des fois, manager certains services vous-même plutôt que d'utiliser des services managés, ça peut être intéressant. Des fois, d'autres fournisseurs de cloud coûtent peut-être moins cher qu'AWS pour certaines fonctionnalités. Et puis enfin, si vous avez un workload très stable, peut-être qu'il n'a pas sa place dans le cloud, peut-être qu'il n'a pas besoin d'élasticité. Quoi qu'il en soit, quand vous pensez à ça, pensez aussi à la complexité que ça va introduire et au coût de formation, d'outillage, et ainsi de suite. Et puis la personne qui est réveillée en astreinte à 3 h du matin, elle doit réfléchir un petit peu plus. Alors, quelle approche pour les coûts? Les coûts sont élastiques, et c'est une force. Ça vous permet de piloter votre business par les coûts. On-prem, on achetait des serveurs, on les amortissait sur 3 ans, c'était difficile d'identifier les coûts de chaque projet. Dans le cloud, on est facturé à la minute ou à l'heure par ressource, et on sait dire, ce projet ne rapporte pas assez par rapport à ce qu'il coûte, donc on l'arrête, ou on l'optimise. Pour ça, vous avez besoin d'indicateurs business et fonctionnels, qui soient mesurables et comparables d'un mois sur l'autre. Par exemple, chaque utilisateur coûte X $ par mois, ou chaque heure de vidéo vue coûte X $ par mois. Vous avez besoin d'aller plus loin que ce projet coûte X $ par mois, qui n'est pas très mesurable ni très comparable. Puis si l'entreprise, si votre entreprise, si vos collègues, votre management pousse à sortir des fonctionnalités et pas à réduire les coûts, alors les coûts vont augmenter. Et ça peut être tout à fait acceptable, par exemple, pour aller plus vite. En fait, augmenter le coût d'hébergement pour avancer plus vite, c'est un investissement. Et cet investissement vient s'ajouter à d'autres composantes de la dette technique de votre projet. Et l'avantage de ce morceau de la dette technique, c'est qu'il y a un montant en dollars en face, donc il est assez facile à comprendre. Pensez aussi au coût de vos ingénieurs et de vos développeurs par rapport au coût des serveurs. Si vous passez une semaine de développement pour économiser 10 $ tous les mois, il va vous falloir très longtemps pour que ça soit rentable. Et puis quand vous regardez les coûts AWS, vous voyez les coûts d'infrastructure, mais ne pensez pas qu'à ces coûts d'infrastructure. Pensez au TCO, au Total Cost of Ownership. Il y a plein de facteurs qui jouent sur le coût total d'un projet, et le coût d'hébergement, ce n'est qu'un seul de ces facteurs. Et donc pour conclure, qu'est-ce que je peux vous dire pour conclure? Optimiser les coûts AWS, c'est compliqué.
Faire n'importe quoi ou juste ne rien faire, c'est extrêmement facile. Pour optimiser vos coûts, pour essayer de les réduire, vous avez besoin de les comprendre et de les répartir pour savoir où concentrer votre effort. Et ensuite, vous allez avoir besoin d'y passer du temps. Ça demande donc une volonté dans l'entreprise et dans les équipes, et ça demande aussi de l'expertise pour bien connaître les services AWS et les optimisations possibles. Vous pouvez avoir des personnes dédiées FinOps, si on veut, d'une certaine façon, qui pilotent un petit peu ça, mais mon conseil, c'est d'avoir une mentalité FinOps dans toutes les équipes qui se repose sur ces experts. Les coûts font partie du day-to-day des projets. Avec un petit peu d'effort, vous le verrez, on peut bien réduire les coûts AWS, mais malheureusement, rien n'est plus facile que de les laisser remonter. Merci beaucoup, j'espère que vous avez appris des choses, que vous avez pris des notes et que vous repartirez avec des idées à appliquer demain au bureau. Je m'appelle Pascal Martin, je suis lead DevOps chez Bedrock et nous recrutons dans nos équipes techniques, notamment à Lyon. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur notre migration vers le cloud, ça tombe bien, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Plan Copenhague et vous avez l'URL à l'écran. Et il nous reste quelques minutes pour des questions, je crois. Eh ben, excellent, Pascal. J'ai adoré les petits ajouts en gris subtilement ajoutés dans tes slides. C'était très sympa et très didactique. Merci beaucoup. Alors, on a une première question de Tanaka. Utilisez-vous des outils afin de taguer automatiquement les ressources sur votre plateforme AWS? On pilote toute notre infrastructure avec Terraform, ce qui nous permet déjà de faciliter un petit peu les choses. On a des modules qui requièrent des informations et qui les utilisent pour mettre dans des tags. Ça facilite un petit peu le travail. On utilise AWS Config pour vérifier la présence de tags et vérifier que les valeurs soient bien dans certaines listes de valeurs autorisées dans certains cas. On n'est pas encore parfait là-dessus. Et on n'a pas de système de tagging automatisé qui aille plus loin que ça aujourd'hui. La mise en place, toujours de Tanaka, la mise en place du processus Cure plus Athena, l'avez-vous implémenté dans une plateforme externe type Grafana ou Elastic? Quand on a commencé, on a juste branché Athena sur les fichiers Cure, on s'est dit on va voir quelles requêtes sont faites. Et puis après, les collègues qui gèrent notre plateforme data interne se sont dit bah, c'est cool, notre plateforme data, elle sait requêter Athena, donc on peut faire remonter ces informations dans notre plateforme data interne. Et donc ces informations sont accessibles par les équipes business dans notre plateforme data interne, qui n'est aucune de ces deux outils-là, mais qui fait un petit peu la même chose qu'un Grafana ou qu'un Elastic, si on veut. Et ça permet de corréler comme ça les coûts d'infrastructure avec toutes les autres informations business. On passe tout de suite à une autre question de Tanaka. Avez-vous un process d'audit temps de déploiement des chaînes CI/CD afin qu'on passe dans le temps imparti d'une opération de fallback vers du on-demand? On n'a pas de lien entre la CI/CD et les types d'instances qui sont dans les clusters Kubernetes, parce qu'il n'y a pas besoin. On déploie vers Kubernetes, le déploiement se fait, et ensuite tout ce qui est scaling du cluster et type d'instance sont gérés automatiquement par le cluster et les composants qu'on déploie dedans. Quand on fait du fallback sur des instances on-demand, en fait c'est parce que on n'arrive pas à démarrer des instances spot, donc à la place on démarre des instances on-demand, soit parce que des instances spot ont été reclaim, soit parce qu'on a besoin d'upscaler, parce qu'on est sur une montée en charge. Mais c'est complètement indépendant du processus de déploiement. C'est lié au processus de run de la plateforme et d'autoscaling. Très clair. Une petite question de Yoda, les outils de Cost Explorer et de Cost Anomaly Detection sont-ils payants? Et si oui, quel montant est investi pour quel gain? Alors, Cost Explorer, je crois que c'est gratuit. Il y a peut-être un coût quand tu crées des tags, parce qu'il faut les activer dans le billing. Peut-être, mais minime. Cost Anomaly Detection, je sais qu'il est gratuit. J'ai posé la question à notre TAM le jour où je l'ai activé. Et il existe aussi des outils externes, vous en trouvez plusieurs qui ont du succès dans la communauté. Aujourd'hui, on n'en utilise aucun de ceux-là, parce qu'on arrive déjà à identifier plein de pistes d'optimisation sans des outils vraiment spécifiques. Très clair. Une question de Maxime, comment automatisez-vous le fait d'éteindre et d'allumer vos différents services les week-ends et la nuit, comme tu en as parlé? De façon assez inélégante, genre un truc temporaire qu'on a fait il y a 2 ans ou 3 ans et qui marche encore. Pour les instances RDS, on a un job Jenkins dans lequel on a une série de commandes AWS qui font éteindre et le lendemain qui font rallumer. C'est un peu artisanal, on liste pas automatiquement les instances. Tous les 3 mois, on va repasser sur la liste d'instances et on en ajoute ou on supprime, parce que cette liste change assez rarement en DV en staging. Pour Elastic
cache, on l'a fait. On a un job Jenkins qui, le soir, fait un appel d'API pour trasher l'instance, et le lendemain, Terraform Apply pour la redémarrer. Je crois que c'est comme ça qu'on a fait. Et Elasticsearch, on l'a pas encore fait, mais on fera comme Elasticache. Alors, il est midi, on va prendre encore une question ou deux. Marouf Didi, il paraît que presque 20% des serveurs en instance qui, avec GPU, sont impactés par des problèmes de surchauffe et impactent les performances globales des traitements. Je crois qu'on n'utilise pas d'instance avec GPU aujourd'hui. Je crois. Même les traitements vidéo sont faits principalement sur des CPU. Et question de Tanaka encore. Quel temps a été nécessaire à la mise en place de tous ces process FinOps? Je suis arrivé chez M6 Web, Bedrock maintenant, en octobre 2017, donc ça fait 3 ans et demi, et on est loin d'avoir fini. Et on est absolument pas aussi bon qu'on pourrait. Et il y a plein d'autres optimisations comme celle dont je vous ai parlé qu'il faudrait qu'on fasse encore. Par exemple, la suppression des anciens fichiers dans S3, on l'a fait dans certains buckets, mais pas encore dans tous. Donc il y a encore tout plein de choses à faire, et on s'améliore au fur et à mesure. Ça dépend aussi des priorités business dans l'entreprise. Est-ce qu'on sort des features ou est-ce qu'on réduit les coûts? Pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment se faire au quotidien, au fil de l'eau, et ça s'intègre dans le cycle de vie des projets. Très bien. Et on va prendre une dernière question et on proposera aux autres de poser leurs questions directement sur le Slack pour la suite. De Quentin, un autre coût important chez AWS est le outbound data transfer. Comment faites-vous pour réduire le coût pour la distribution de vos vidéos? Effectivement, les coûts sortant chez AWS sont assez exorbitants. Je ne peux pas répondre beaucoup plus, mais oui, les coûts sont assez chers. Et si tu en fais beaucoup, ça peut valoir le coup que tu parles avec tes interlocuteurs AWS. Donc, il y a des interlocuteurs AWS qui sont dispo sur Slack et qui répondent à toutes vos questions avec les équipes de Steve pour le Ask the Expert. Thomas Sheck, on a vu vos questions. Pascal, si ça te va, on va te proposer d'y répondre directement sur Slack. Il est midi 02. Pascal, merci beaucoup pour ta présentation. Merci à toi, merci à vous. Un plaisir de recevoir les AWS Heroes, puisque tu en fais partie. Tu fais partie des 3 AWS Heroes français. C'est toujours un plaisir de vous entendre, et ta façon de présenter est toujours très intéressante et surprenante. Donc, félicitations pour ça. Merci. Bonne journée, à tout à l'heure, Pascal. Bonne journée. Il est midi, c'est le temps de la pause déjeuner. Donc, pendant cette pause déjeuner, moi, je vous invite encore une fois à venir nous rejoindre sur Slack. Les équipes de Steve et toutes les équipes d'AWS, des architectes AWS sont dispo pour répondre aux questions que vous pouvez avoir. On va repartager également le lien pour que vous puissiez donner votre avis sur les talks. C'est hyper important pour nos speakers afin qu'ils puissent améliorer leur présentation. On se retrouve à 14h. Moi, je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Ce sera Mohamed qui prendra le relais de l'animation de la journée. Je vous laisse entre de bonnes mains et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et à très bientôt. Bonne journée, bon appétit. Prenez soin de vous.